Voilà. Très bien, mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous pour cette 9e table ronde Genève Internationale que nous organisons avec le concours du service des relations internationales du canton de Genève avec Olivier Couteau qui est ici présent. 9e du genre consacré aux défis qui attendent le nouveau secrétaire général de l'ONU. Nous avions planifié de le faire avant l'élection pour examiner effectivement cette thématique. On le fait après, finalement c'est encore une meilleure chose. On est en plus en plein dans l'actualité avec tous les événements qui se précipitent, avec l'élection américaine et au fond la thématique qui nous occupe aujourd'hui est vraiment d'une grande actualité. J'aimerais remercier nos intervenants, Michael Muller, Monsieur Michael Muller, le directeur général des Nations Unies, que vous connaissez bien et avec qui nous avons toujours le plaisir de collaborer, qui nous parle toujours sur un ton justement qui évite la langue de bois. On vous remercie Michael d'être avec nous. Le professeur Daniel Warner, donc politologue américano-suisse comme il se présente très modestement, des grands connaisseurs à la fois de la Genève internationale, des États-Unis et des relations internationales. Le professeur Thomas Birstecker, spécialiste de la gouvernance des organisations internationales au Graduate Institute, ma chère Gasteiger, que j'ai bien fréquenté quand je travaillais au temps stratégique il y a maintenant 30 ans. Puis enfin, last but not least, Jean Ziegler, que vous connaissez bien aussi, sociologue et surtout auteur de ce livre dont je vous recommande la lecture parce qu'il évite aussi la langue de bois. Il vient de me l'offrir, merci Jean. Il paraît qu'il y en a pour tout le monde, qui l'encensent et surtout qui pique. Il pique tout le monde et je crois qu'on connaît Jean pour ses prises de position et donc aussi pour ce livre qui est consacré notamment à la gouvernance des Nations Unies et à la réforme du Conseil de sécurité puisqu'il propose des solutions qu'il va évoquer tout à l'heure. Donc merci encore à tout le monde d'être là et maintenant je vais passer la... Ah, mais il y a le livre d'or. On a oublié le livre d'or. Tout le monde a signé. C'est parfait, vous avez déjà fait le travail. Et puis, je passe la parole à Louisa qui nous aide pour organiser ces tables rondes et qui va modérer celle-ci. Merci Guy. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Je serai brève dans les mots d'introduction puisque je sais que vous avez beaucoup de questions. Nous allons demander donc à nos intervenants de prendre la parole pendant 5-6 minutes et ensuite nous passerons directement à vos questions puisque nous avons 2 intervenants qui vont devoir nous quitter un petit peu plus vite que prévu. Donc sans plus attendre, je demande à Monsieur Michael Muller de bien vouloir prendre la parole. Avant de vous passer la parole, Monsieur Muller, et pour votre information, nous aurons 3 intervenants qui vont parler en français et le professeur Birstecker va s'exprimer en anglais. Et ensuite, vous pourrez poser les questions, évidemment, dans les 2 langues. Merci. J'appuie. Merci, j'ai l'habitude. Merci, bonjour à tout le monde, bienvenue. Alors... c'est pas beaucoup 5 minutes, parce qu'il y a beaucoup de défis, mais on va essayer. Alors, je vais faire ça d'une manière un peu structurée, parler très brièvement des défis externes et comment ça se lie aux défis internes que le nouveau secrétaire général va avoir. Alors, on est du côté un peu existentiel, je n'ai pas besoin de vous dire qu'on est dans un monde fragmenté, confrontationnel, qui devient... d'un point de vue géostratégique de plus en plus difficile à naviguer et qui pose des questions à l'ordre, à la perçue qu'on a et que les habitudes de la manière dont on gère des affaires entre États et qui vont demander des nouvelles réponses et qui, pas seulement du nouveau secrétaire général, mais de nous tous. Ça se passe en même temps avec toute une série de choses qui sont des grands défis, des défis de fond. Le fait qu'on voit de plus en plus une marche, les gens qui laissent tomber les règles, qui laissent tomber le droit international,
des normes, et en fait ne sont plus d'accord, grosso modo, avec les règles qu'on a globalement, sur lesquelles on s'est mis d'accord pour la manière dont on a géré notre planète. Inquiétant, mais c'est juste, comme je dis, un des éléments. C'est un nouveau élément qu'on voit un peu partout, dans tous les niveaux des sociétés, que ce soit au niveau international, régional, national, et même à niveau communautaire, si vous voulez. On vit, et surtout dans certaines parties du monde plus qu'ailleurs, nos sociétés ont un sentiment d'un profond sens de l'injustice. On voit surtout ça quand on parle avec nos concitoyens qui sont jeunes. Et tout ça enveloppé, si vous voulez, ou qui mène à un manque de confiance qui est grandissant. Et qui est pour moi vraiment un des défis les plus importants. Les gens n'ont plus confiance dans les structures de gouvernance, ils n'ont plus confiance à l'ONU, ils n'ont plus confiance au gouvernement, ils n'ont plus confiance à leurs banques, ils n'ont plus confiance à la police, ils n'ont plus confiance à personne. J'ai vu l'année dernière certains sondages qui étaient franchement bizarres et inquiétants, où les résultats de ces sondages dans certaines sociétés donnaient des chiffres qui disaient que les gens avaient plus confiance dans la mafia, dans les organisations criminelles, que dans leurs institutions de société, que ce soit la poste, la police, leurs banques, etc. Et c'est un grand défi. Si on n'arrive pas à retrouver cette confiance dans nos institutions, je reviendrai dans un moment, on va avoir un problème. On a déjà un problème, mais c'est un problème grandissant, et ça va être un problème un peu chaotique, pour dire les choses très clairement. Donc ça, c'est un peu les défis, en quelques mots, existentiels dans lesquels on se trouve, et qui enveloppent un peu tout le reste, et surtout les défis de plus de substance. Là aussi, je ne dis pas des choses qui sont nouvelles. Le climat, très clairement, est en position de chef de ligne de ces défis. Si on n'arrive pas à nous mettre d'accord et à vraiment faire une activité, une action commune pour diminuer l'effet des changements climatiques, tous les autres problèmes dont je parle vont pas être très, très intéressants, parce qu'on ne sera pas là pour les résoudre. Migration en est un autre. Là, je crois que beaucoup d'entre nous, et beaucoup de nos dirigeants, ne prennent pas en compte ce qui est en train de se tramer dans notre futur pas très lointain. On parle beaucoup du problème de réfugiés, de migration, surtout ici en Europe où on est, parce que ça nous a affectés directement, peut-être moins en Suisse qu'ailleurs. Mais le fait est que ce qu'on est en train de vivre maintenant, c'est vraiment pas un énorme problème. C'est quelque chose qui est tout à fait qu'on peut résoudre si on avait des politiques un peu plus logiques, et si on appliquer les leçons qu'on a déjà apprises depuis des décennies, comment gérer ces problèmes d'une manière un peu plus pratique. Ce qui va se passer dans le futur, malheureusement et probablement, à moins qu'on résout certainement la question du climat d'une manière beaucoup plus rapide, ce sont pas seulement des dizaines de milliers ou des centaines de milliers de mondes qui bougent, ce vont être des millions. L'effet qui déjà commence à se voir, des mers qui montent et qui engouffrent des villages et des villes côtières, a déjà commencé, que ce soit en Asie, même aux États-Unis. Une grande partie de la population mondiale vit dans les villes, sur les côtes. Il va falloir trouver des moyens de gérer des populations qui doivent trouver d'autres endroits pour vivre. Et ici, on a un problème systémique. Les accords globaux, les lois, la loi internationale, l'organisation pratique et organisationnelle et politique n'est pas là, et c'est absolument urgent de commencer d'accélérer, si vous voulez, le processus de se mettre d'accord comment on va gérer tout ça.
dans les décennies qui vont venir. Là, bien entendu, on a l'avantage d'avoir un secrétaire général qui probablement plus que n'importe qui sur cette planète a l'expérience et la connaissance de cause pour vraiment être un chef de file de cet effort. Il y a des défis démographiques qui s'enchaînent bien entendu avec la migration. Dans certaines parties du monde, surtout dans le sud, particulièrement en Afrique, le croisement démographique est continu. Dans pas très longtemps, il y aura 4 milliards de personnes qui vivent sur le continent africain. Tous ces gens-là vont avoir besoin de manger, de boire, vont avoir besoin d'être éduqués, d'avoir du travail. Ils ont tous un téléphone cellulaire qui leur disent que la vie est nettement meilleure au nord et donc ils vont bouger, comme vous et moi le ferons si on était dans la même situation. On va avoir un problème de ressources, l'eau, la bouffe, qui est généralisé sur une planète de 9 ou 10 milliards de personnes. La production actuelle ne va pas être suffisante. La technologie, qui aussi est en évolution absolument extraordinaire et rapide, beaucoup plus rapide que nos institutions et même nous, comme individus, ont la capacité de s'adapter. Et ça, si vous voulez, c'est une évolution qui est négative et positive. C'est clair qu'il faut absolument qu'on se mette d'accord comment gérer l'utilisation de ces nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, les armes autonomes, enfin, il y a toute une série de choses que la technologie nous amène. Mais bien entendu, c'est aussi un élément positif parce que ça va nous aider de gérer beaucoup des problèmes que j'ai cités et d'autres problèmes auxquels on n'a probablement même pas pensé. Donc la technologie est un peu le lien entre le côté négatif, si vous voulez, des défis et le côté positif. Le côté positif, c'est que, en dépit de ce que j'avais dit avant, que tout le monde laisse tomber les règles et le droit international, etc., l'année dernière, quand même, d'une manière assez contre-intuitive, le monde s'est donné toute une série de nouvelles règles et de nouvelles politiques. Le COP21 sur le climat, les objectifs du développement durable, les ODD, le financement du développement, la manière dont on va gérer les crises et les catastrophes. Et tout ça forme dans son ensemble notre nouvelle feuille de route qui est vraiment pour moi la source de beaucoup d'optimisme et de la manière dont on va pouvoir bouger pour confronter tout ce que j'ai mentionné. Cet optimisme se tient aussi dans le fait que depuis un an, les ODD, si vous voulez, c'est l'enveloppe qui couvre tout ça et qui vraiment est la manière dont on va tous bouger. Mais ce que j'ai vu cette dernière année, c'est une appropriation absolument extraordinaire de tous les acteurs, que ce soit les organisations internationales, que ce soit le monde des affaires, que ce soit les ONG, que ce soit le monde académique, et vraiment qui démontre et qui facilite la tâche parce qu'on est tous sur la même page, enfin tous, on est en train de se mettre sur la même page. C'est beaucoup plus facile d'avoir un cadre dans lequel tout le monde sait quelle direction prendre et ça va faciliter ce qui va être absolument indispensable, de trouver une manière beaucoup plus intégrée et collaborative de travailler ensemble. Et j'arrive à ça parce que ça, c'est vraiment, je viens au défi interne que le système va avoir et que le secrétaire général va avoir, parce que pour mettre en œuvre tout ça et pour mener à bien les règles qu'on s'est données, il faut qu'on trouve, et que le système onusien, mais pas seulement, toutes les capitales du monde, les gouvernements, etc., il faut qu'on trouve des manières absolument totalement différentes de travailler qu'on a fait jusqu'à maintenant. Il faut qu'on repense la manière de la structure entière de la famille onusienne travaille, comme j'ai dit, d'une manière beaucoup plus intégrée et collaborative. Il faut casser les silos, il faut trouver une manière, je ne sais pas comment dire ça en français, mais une matrix, une manière vraiment intégrée d'affronter les problèmes. On a, au fil des dernières décennies, on a évolué notre compréhension des racines des problèmes, qui est beaucoup plus sophistiquée aujourd'hui. On comprend très bien
que si on veut faire la paix, ce n'est pas juste une question de terminer une guerre, c'est vraiment une question d'intégrer et d'améliorer les conditions économiques, sociales et culturelles et pour créer cette paix. Et donc, on sait aussi quelles sont on comprend quelles sont les solutions à appliquer. Simplement, nos structures n'ont pas suivi, et il faut absolument que ça se fait très vite, dans un monde où la volonté politique pour cette restructuration très fondamentale et profonde n'est pas là. Donc, c'est à nous de trouver une autre manière d'arriver au même endroit où on doit être, et c'est seulement à travers une collaboration beaucoup plus étroite que ça va se faire. Et ça, c'est un défi. Donc, le défi politique, le défi du secrétaire général d'être le médiateur en chef, si vous voulez, entre tous ces agendas qui deviennent de plus en plus fragmentés, c'est une chose. Mais pour pouvoir le faire, il faut que le monde se dote d'un système qui répond à ces défis d'une manière beaucoup plus efficace qu'elle est en mesure de le faire maintenant. Et ça va seulement se faire à travers d'un leadership très fort, que j'espère que notre nouveau secrétaire général va nous donner. Mais en même temps, une nouvelle, un partenariat stratégique tout à fait nouveau entre lui et l'organisation et les pays membres. J'ai dit avant que les nouvelles tendances de gouvernance, ça veut dire que les gouvernements sont dans une situation de défense, si vous voulez, n'ont pas le même poids qu'ils ont eu avant, mais ils sont toujours là, ils vont continuer à être là. Et on a un système qui a été créé par les gouvernements, pour les gouvernements, et donc c'est absolument indispensable qu'ils font partie de ce changement et qu'ils le font d'une manière collaborative. Et là aussi, c'est seulement avec un secrétaire général qui a la force et la diplomatie et la connaissance de cause et du système et du monde international qu'on va arriver. Parce que pour le moment, la manière dont nos pays membres gèrent la machine onusienne ne marche pas. Il faut vraiment complètement repenser la manière dont eux aussi ils financent d'une manière. Il faut financer d'une manière beaucoup plus stratégique et intelligente et pointue. Ça ne veut pas dire qu'ils doivent utiliser plus d'argent, dans certains cas absolument, mais ça veut dire qu'il faut qu'ils se mettent d'accord d'utiliser l'argent mieux, en collaboration avec le secrétaire général. Et il faut surtout à ce nouveau secrétaire général qui prend sa fonction le 1er janvier, on lui donne les moyens de gérer cette histoire. Pour le moment, la micro-gestion des pays membres est telle que la paralysie est quasiment totale pour n'importe quel secrétaire général qui rentre. Donc, et c'est une évolution qui s'est faite depuis des années, depuis des décennies, où il y a eu, si vous voulez, un manque de confiance mutuelle qui fait, et la bureaucratisation, si vous voulez, d'un système. Tout ça, ça doit être cassé, et ça doit se faire vite. Et quand on parle de défis, c'est des défis écrits en lettres majuscules. Je vous laisse là. Et je passe la parole. Je crois que j'ai dépassé le temps, je suis désolé. Merci pour cette présentation, Monsieur le Directeur Général. Monsieur Daniel Warner, quels sont pour vous les défis du nouveau secrétaire général? Bon, je suis très content que Michael était optimiste. On va jouer good guy, bad guy. Je parle comme individu et j'ai préparé une autre présentation avant les élections. Juste une parenthèse, comme journaliste, intellectuel, diplomate, politicien, c'est la 3e fois qu'on a complètement loupé. Mur de Berlin, printemps arabe et maintenant Trump. Alors, il faut bien réfléchir pourquoi on n'est pas au courant de tout ce qui vraiment se passe dans le monde. J'ai eu un rêve l'autre soir de voir M. Trump devant l'Assemblée générale à l'ONU. Je me suis réveillé, je ne sais pas si c'était un rêve ou un cauchemar, et j'ai essayé de comprendre qu'est-ce que ça veut dire. À mon avis, le professeur Abissab m'a appris que l'ONU est toujours en crise depuis le début. Alors maintenant, je trouve, comme Michael a dit, c'est le système multilatéral qui est en crise. Si on voit Lavrov qui parle avec Kerry, je ne vois pas Ban Ki-moon ou quelqu'un de l'ONU qui est présent. Pourquoi ils ne sont pas présents? Parce qu'il y a un manque de respect pour le système international qui a été créé.
Michael a parlé de cette manque de confiance dans le système. Et c'est vrai, si on regarde les élections américaines, Bernie Sanders et Trump, ces deux politiciens complètement hors du système normal. M. Sanders a quand même gagné 22 États. Et quand même, on voit maintenant tous les républicains sont des amis, mais on se souvient que les républicains ont eu beaucoup de peine avec M. Trump. Alors, pour moi, il y a deux questions, il y a deux défis qui sont importants. Le premier, c'est de dire que l'ONU a un certain respect et un rôle à jouer. Même en Suisse, on discute, est-ce que le droit suisse est plus important que le droit international? Alors là, c'est des questions. Aux États-Unis, il y a une façon de répondre facile, on sait, c'est le droit américain, mais quand même, l'ONU comme institution, tout le droit international et tout le système onusien et le système multilatéral. Michael a mentionné Brexit, on voit que dans un monde de globalisation, il y a de plus en plus, pas uniquement un populisme, Michael parle des États, mais aussi des individus, contre, en même temps qu'on a une certaine complexe interdépendance, on a des gens qui deviennent de plus en plus locaux. Et on sait, Michael, que les problèmes peuvent seulement être résolus par une coopération, mais vous ne pouvez pas gagner une élection avec ce commentaire. Alors le populisme est contre ce multilatéralisme si ce n'est pas contre le multiculturalisme. Alors comment le chef de l'ONU peut intervenir et dire « moi j'ai une certaine autorité et cette autorité me donne la place à table entre Lavrov et Kerry et sur certains problèmes, au lieu de parler bilatéral, on doit coopérer. Nous, intellectuellement, on sait ça, Michael, mais c'est la question que ce n'est pas l'intellect et la rationalité qui gèrent, c'est surtout les émotions. Alors, comment l'ONU et le chef de l'ONU pour avoir une certaine autorité d'abord institutionnelle, mais aussi morale? Je vois le haut commissaire pour les droits de l'homme, il dit certaines choses, il tape sur la table, il a un rôle, il joue un rôle. Mais est-ce que le nouveau secrétaire général, une fois qu'il est sur place, aura ce rôle de l'autorité morale dans certaines situations? On peut parler de réfugiés ou d'autres inégalités ou crises. Et mon dernier point, c'est cette ville de Genève, le canton, était créé, le Genève international, avec des États-Unis. Je parle de Woodrow Wilson. William Rappard, quand même, M. Bester est professeur dans l'Institut de haute étude, qui était fondé par Rappard en 1927, lié avec la Société des Nations. Les trois grandes fondations américaines, HCR a commencé avec le Ford Foundation. Quand vous allez à la Place des Nations, où il y a l'Opéra, c'est le Rockefeller Foundation, et même récemment, Michael, un descendant de Rockefeller, était ici pour une salle dans l'ONU. Carnegie Corporation était à Genève. Alors, tous les États-Unis étaient présents dans la fondation de Genève internationale, même Clara Barton, si on va aller dans le Croix-Rouge. Maintenant, on est où? On est avec un président qui va dans l'autre aspect américain, les États-Unis internationalistes, les États-Unis nationalistes. Et Trump suit un certain mouvement qu'on appelle America First. Ça veut dire que de penser, c'est Lindbergh qui ne voulait pas que les États-Unis entrent dans la guerre. Donc, il parle de ces États-Unis de s'occuper des problèmes à l'intérieur. Et dans un monde d'interdépendance complexe, avec des problèmes qui peuvent seulement être résolus vis-à-vis de la coopération, il y a quelqu'un qui dit, on pense aux Américains, il a dit, je vais m'occuper de vous, pas la planète. Et je trouve, vis-à-vis le nouveau chef de l'ONU, le seul diplomate que je connais qui est autour de Trump s'appelle John Bolton.
Et on parle de M. Bolton comme le futur secrétaire d'État américain. Alors, pour ceux qui ont connu M. Bolton quand il était ambassadeur à New York, je ne vous donne pas tout le dessin. Mais là, on risque d'avoir un grand changement. Je ne dis pas qu'ils vont partir, comme ils ont dit, de l'UNESCO, mais je trouve, si le système onusien a besoin de leadership, et si traditionnellement, cette leadership venait des États-Unis, je vois mal comment on va avancer vis-à-vis les États-Unis. Et un des plus grands défis du nouveau secrétaire général, ça veut dire qu'il doit parler avec M. Trump, il va voir M. Bolton, et je ne sais pas comment ils vont parler. Donc, si moi, je dois voir comment M. Trump va donner une adresse à l'ONU, à l'Assemblée générale, je ne le vois pas pour le moment, mais peut-être je suis toujours dans le cauchemar. Merci, Monsieur Warner. Vous avez parlé d'autorité morale pour le nouveau secrétaire général de l'ONU. Vous, Monsieur Muller, vous avez parlé d'un leadership fort. C'est ce que vous souhaitez pour le nouveau secrétaire général. Vous, Monsieur Ziegler, vous avez bien connu le nouveau secrétaire général. Je crois que vous avez voyagé avec lui, vous avez œuvré avec lui au sein de l'Internationale socialiste. Alors, comment est-ce que vous voyez les défis pour cet homme que vous connaissez bien, et est-ce qu'il a, à votre avis, le caractère, l'autorité suffisante ou que nos deux interlocuteurs souhaitent pour effectivement faire face à tous ces défis? Monsieur le directeur général, mesdames, messieurs, chers amis, je réponds à une double question, donc, parce que je suis invité là certainement pour le livre que je viens de sortir, là, Chemin d'espérance, où je propose un certain nombre de réformes fondamentales, à part tous les critiques assez radicales que je fais aux différents acteurs des Nations Unies. Je vais sûrement me faire vider tout de suite du comité consultatif des droits de l'homme, et sur la personne de Guterres, puisque tu me poses la question. Alors, Guterres, c'est vraiment un type bien, hein, je peux vous le dire. Il était président de l'Internationale socialiste de 1997 à 2003. L'Internationale socialiste fondée par Karl Marx en 1864, le 28 septembre 1864, et qui regroupe 118 partis du monde entier socialistes. Et j'ai beaucoup voyagé avec Guterres, avec le camarade Guterres, parce que j'étais député de Genève au Parlement de la Confédération, comme socialiste, et délégué du Parti socialiste suisse au Conseil exécutif. Donc, dans ces missions-là, au Mozambique, ailleurs dans le monde, on voyageait avec le président qui devait choisir les candidats, parce que beaucoup dans le tiers-monde, beaucoup de mouvements sociaux, de partis, etc., évidemment, veulent entrer à l'Internationale socialiste parce que ça signifie de l'argent, du soutien diplomatique, du prestige, etc. Et Guterres était d'une finesse et d'une subtilité formidable en éliminant les partis, les candidatures factices, des candidatures visiblement qui provenaient de mouvements qui n'adhéraient pas du tout aux valeurs socialistes et démocratiques, et en même temps en cooptant ceux qui réellement avaient une réalité sociale, qui défendaient des gens qui souffraient, les ligues paysannes du Sénégal, etc., etc. Et moi, je dois dire que c'est un des rares catholiques qui croient en Dieu, d'ailleurs. Ben oui, c'est ça la dimension, hein. Il a un sens de la mission formidable. Il a vécu à Genève 10 ans, 2005-2015, comme un moine, dans un petit studio à l'avenue de France. Hein, je veux dire, un homme modeste. Sa famille est restée à Lisbonne, toujours. Un homme modeste et d'une détermination et d'une honnêteté et d'une capacité intellectuelle, parce qu'il était quand même, pendant 7 ans, Premier ministre du Portugal. Il a contribué à la libération de Timor, etc. Je pourrais donner beaucoup d'exemples. C'est à la fois un homme extraordinairement compétent, déterminé et qui a des convictions chevillées au corps. Hein. Il est totalement fidèle, absence totale de vanité, ouverture, tolérance. Vraiment, c'est un pur miracle quand j'ai vu Guterres élu, malgré les menaces russes qui disaient
Poutine disait jamais on voterait pour quelqu'un qui vient d'un pays de l'OTAN. Là, les Russes, visiblement, se sont abstenus. Quand j'ai vu ça dans la tribune de Genève, sous la plume de M. Alain Jourdain, qui parfois transmet des informations lucides, et j'ai dit c'est un miracle. C'est un miracle. Et vraiment, c'est un miracle. Qu'un homme comme ça soit secrétaire général des Nations Unies maintenant, c'est absolument formidable. Deuxième point, c'est pour ça que vous m'avez invité, pour vous parler, pour le fait de la propagande socialiste, dans cette maison, où Guy Métan est le maître, député PDC, et le maître... parce que le dernier chapitre de mon livre, Chemin d'espérance, je dis quelles sont les réformes urgentes pour que les Nations Unies survivent et ne subissent pas le destin de la Société des Nations. Bon, la Société des Nations a duré 25 ans, a fini dans la Deuxième Guerre mondiale. Les Nations Unies, c'est 71 ans déjà maintenant, mais enfin, ils sont sur la pente glissante de la décrépitude. C'est évidemment le plan Kofi Annan. C'est le plan Kofi Annan que Guterres doit mettre en œuvre. 2006, dernière année du mandat de Kofi Annan, qui vit tout près d'ici d'ailleurs, et qui est formidablement en forme encore, et qui est engagé, etc. Le plan Kofi Annan veut réformer le Conseil de sécurité d'une façon radicale. D'une part, et je parlerai très peu de ça, faire migrer les sièges permanents. Une fois le siège américain va être par le Brésil, le Canada, Mexique, etc. Le siège chinois, une fois c'est l'Indonésie, une fois l'Inde, etc., etc. Donc faire migrer pour qu'il y ait un équilibre qui soit plus conforme à la société planétaire maintenant qu'elle était à San Francisco en 1945, et surtout éliminer le veto, interdire le veto dans des cas, dans des conflits où il y a crime contre l'humanité. Ce qui paralyse aujourd'hui l'ONU, ce qui lui fait perdre toute crédibilité dans l'opinion publique, par exemple la Syrie. La Syrie, on a vécu en octobre le 5e veto russe qui paralyse toute action. Il n'y a pas un casque bleu en Syrie, une effroyable boucherie, effroyable, horrible boucherie depuis 5 ans, depuis mars 2011. Il n'y a pas un casque bleu sur aucune ligne d'armistice, il n'y a pas de corridor humanitaire vers aucun des 41 localités villes-bourgs qui sont encerclées, affamées, etc. Il n'y a pas une no-fly zone. Les Nations Unies sont totalement absents. Il y a quelqu'un qui négocie en permanence, etc. Mais en fait, ils sont totalement absents. Veto russe. Vous prenez le Darfour, où 3 peuples africains, les Fours, les Sagwa et les Massalites, se font massacrer par un dictateur islamiste de Khartoum, qui est d'ailleurs inculpé au CPI, au Cour pénal international. La Chine émet le veto, parce que 11% du pétrole utilisé en Chine vient du Soudan. Et les Nations Unies sont complètement hors jeu au Darfour. Vous prenez la tragédie permanente du peuple palestinien, Gaza bombardé par les Israéliens, massacrés tous les 2 ans, eh bien le veto américain protège totalement toutes les violations des droits de l'homme, les violations du droit international humanitaire de l'occupant israélien. Donc, Kofi Annan a une vision absolument juste en 2006 de dire le droit de veto doit être supprimé, interdit là où il y a crime contre l'humanité. Alors, vous me direz quelle naïveté de Ziegler. En 2006, c'est vrai, c'était le tiroir. Enfin, vous connaissez ça mieux que moi, vous êtes très très proche amicalement de Kofi, il a souffert de ça. Mais en 2006, évidemment, les membres permanents ont dit qu'est-ce que c'est, rien du tout, droit de veto, droit acquis, c'est à nous, terminé. Aujourd'hui, ça change. Aujourd'hui, au Quai d'Orsay, il y a une commission. Au Auswärtiges Amt, à Berlin. À Bruxelles, il y a aussi une commission qui examine maintenant le plan Kofi Annan. Les Français ont même formulé des ajouts, des propositions supplémentaires, etc. Pourquoi? Parce que vous prenez le conflit, la boucherie syrienne. Pour la première fois, ce n'est pas un conflit lointain quelque part sur un autre continent. Ce conflit produit des monstres, les djihadistes, qui tuent à Paris, à Boston, même à Moscou, à Bruxelles, à Londres, dans le métro. Pur produit de la boucherie syrienne, ces monstres djihadistes. En même temps, M. Müller l'a dit tout à l'heure, des millions et des millions de réfugiés qu'il faut accueillir, que les Européens, dans leur cynisme évidemment,
n'accueille pas, mais qu'on devrait accueillir. Autrement dit, les grandes puissances détentrices du droit de veto se disent si les Nations Unies restent paralysées, et la diplomatie multilatérale institutionnalisée, c'est la seule qui peut résoudre le problème d'une négociation collective en Syrie. C'est les Nations Unies, personne d'autre, puisque les grandes puissances sont totalement antinomiques. Si nous voulons que cette boucherie syrienne, avec les conséquences directes qu'elle a dans nos capitales, directes, meurtrières, et ça va continuer, il faut que les Nations Unies deviennent capables d'intervenir, qu'il y ait une renaissance des Nations Unies. Et cette renaissance passe par le plan Kofi Annan. Alors, je suis sûr, et je termine là, que Guterres, enfin, je dis le camarade Guterres, je dis monsieur le secrétaire général Guterres, est l'homme qui est capable d'imposer, ou enfin d'expliquer l'inéluctabilité, afin que c'est absolument indispensable que le plan Kofi Annan soit mis en œuvre, et je suis sûr, ou enfin je l'espère, avec l'aide de vous tous, parce que l'opinion publique jouera un rôle très très important, la presse jouera un rôle très très important, la société civile un rôle très important, je suis sûr, et presque certain en tout cas, que Guterres réussira. Voilà. Merci, Monsieur Ziegler. Je crois que Monsieur Muller, vous devez nous quitter. Je vous remercie d'être là. Vous avez parlé de réforme, effectivement, des Nations Unies. Vous aussi, Monsieur Ziegler. Alors, vous, professeur Bierstecker, vous êtes un spécialiste de la gouvernance des organisations internationales. Est-ce que cette réforme, à votre avis, est possible? Et quels sont les défis qu'a le nouveau secrétaire général de l'ONU pour la mettre en œuvre? Please, sir, you have the floor. Thank you. Merci pour votre introduction. C'est mieux pour moi et je pense aussi pour nous si je parle en anglais. So I will switch to English if that's okay, but I'm happy to try to entertain questions en français. And again, thank you for the invitation to participate. I was going to begin somewhat similarly to Danny Warner's comment about the greatest challenge probably now being the election of Donald Trump, which I think none of us anticipated. But I'll come back to that in a different way toward the end of this. I want to first comment that it's easy to come up with a list of daunting challenges facing the new Secretary General, and many of them have already been mentioned. So rather than simply repeat them, I mean, we've heard about Agenda 2030, the SDGs, Syria, climate change, armed conflicts with genocidal potential, ISIL, gridlock at the Security Council, refugee crisis, internal reform, the list goes on and on. And some of these are beyond the capacity of any Secretary General to address, and in fact, or acting certainly on, in this case now, his own. But they can be addressed in collaboration with other actors, and I'll say something about that as well. One of my former board members of an institute I directed in the United States, Sir Brian Urquhart, once said that the reason the United Nations has so many failures is because it's only given responsibility for issues after they've already been, after member states have already made them impossible to solve. And that's part of the challenge facing any Secretary General coming in. But I want to step back from the list of crises to a broader, somewhat broader reflection. And I guess I'll join the somewhat pessimistic tone that Danny added to Michael's initially positive list of potential things, and talk about some disturbing trends, and not inevitable, but things to be concerned about in global governance more generally. The Graduate Institute has just recently redesigned its curriculum, and particularly its curriculum with regard to the Masters in International Affairs, the interdisciplinary MA program. And the new focus is to concentrate on governance and, in a sense, training the next generation of leaders from around the world in the challenges of contemporary governance. And I'm teaching a course with a law colleague, Professor Nico Krisch, on
the topic of global governance and regulations, actors and processes. And each week we introduce a new topic, a new issue. Everything from traditional studies of international organizations to the increased salience and role of non-state actors, non-governmental organization, and new ways of conceptualizing global governance when we talk about transgovernmental networks, public-private partnerships, multi-stakeholder initiatives, and so on, even to new phrases like transnational new governance, complex governance, or experimental governance. But one of the striking points, and I was glancing over last night the various slides we've been presenting to our students over the last 8 weeks now, and there are some broad general tendencies that cut across nearly any measure or indicator of change in governance. That is, first, there's been a striking increase in the number of formal intergovernmental organizations created since the end of the Second World War. Since the 1990s, there's been a major increase in what we call informal intergovernmental organizations, the G groups, G7, G8, G20. Formal legalization of international politics has increased, as have the number of multilateral treaties. There have been significant increases in the activities of international courts. If you simply look at the caseload of international courts and how it's increased, again, from the late 1940s, I'll say more, to the near recent past. Major increase in the access of transnational actors to formal intergovernmental proceedings. Research by a group of Swedish scholars has identified how non-governmental actors are now invited into formal meetings and the increased role they're playing within intergovernmental organizations. The number of partnerships, the number of multi-stakeholder initiatives, the number of regulatory standard setting schemes, all of these are on the increase in general terms. But at the same time, there are hints of a move away from the continuation of these trends. In fact, over the last 5 to 10 years, we've seen a noticeable drop, not in the creation, but actually the level of increase of creation. So all of these trends which we can observe increasing, many from the post-war period, but many more from 1990, have leveled off in recent years. Let me give you 3 examples. The number of formal intergovernmental organizations being created has dropped nearly to 0 in the last 6 years. No one is creating formal intergovernmental organizations any longer. There's been a decline in binding rulings of courts, which is observable since 2005. There's been a leveling off of informal intergovernmental organizations since 2006. Now, this doesn't necessarily, these trends are not being reversed, but the growth of multilateral institutions has stalled. And that's the first observation of I would say, some concern. And at the same time, we've seen some dramatic departures from intergovernmental organizations. I mean, just think of Brexit. More recently, South Africa, Burundi, and Gambia leaving the ICC. So these are visible departures of states from intergovernmentalism. Major countries, Japan and China, have rejected rulings of the ICJ. So we're beginning to see a potentially major slowdown in indicators of growth in global governance. And I'm not going to say this is inevitable. These things can be reversed, but it's troubling to observe. At the same time, this is my second point, we are undergoing a degradation of a number of significant international norms. R2P, which was celebrated in 2005 at the Global Summit Outcome Document and endorsed unanimously by the General Assembly and by the Security Council, is today at best a highly contested norm. We can talk about why that's the case. The use of torture has expanded in the last 15 years, legitimated by practices of a P5 member of the United States in its response to September 11 and others. The treatment of civilian populations at war, norms against siege, mass bombardment, use of chemical weapons, summary killings have been egregiously violated by ISIL and by the Syrian government, and the latter with active complicity of another P5 member, Russia. Russia has annexed the territory of a neighboring state, Crimea, a rather fundamental post-World War II norm. And now the U.S. has elected a president who, if his words are any guide, and I guess my only moment of solace and hope here is that
we really don't know what Donald Trump thinks or is going to do because of the inconsistency with which he said everything, and policy was never visible in that campaign. But we know that he's highly critical of international trade liberalization agreements and norms. He may reverse U.S. commitments to last year's historic agreement on climate change. He's dubious about the UN system and may abrogate existing international agreements with Iran under the JCPOA. These are all executive decisions of Barack Obama that can be reversed day one. So the combination of these two elements, movements away from multilateral institutions and the degradation of prevailing norms, present, I think, the major challenge to the incoming Secretary General. I don't want to end on such a negative note because I think, and I want to echo something that Danny Warner said, this SG cannot reverse all these things, but here's where leadership and moral authority do come into play. And it's working with the P5 will not be easy in the current climate, but I think articulation of important norms is the first step. The second is then to think creatively about how to work with the variety of different international institutions that coexist with the UN, the so-called third UN, in a much more creative way of thinking about how to engage them to mobilize and address these pressing challenges. But we need to be attentive, and this is what last comment on, it's not just the U.S. In fact, I'm observing these trends, movements away before the U.S. I don't want to overemphasize yesterday's dreadful outcome. But I would say that we need to be attentive to the democratic deficits of multilateralisms, the often fragile bases of legitimacy, of transnational policies, of expertise. A colleague recently argued the vast majority of citizens globally are uninformed and uninterested in the work of expert communities. Geneva is a vibrant community or location for all of these transnational policy communities, but it's significant. What's being done, and this is something Michael I know has worked with, so I'm sorry he's left, these need to be communicated because increasingly a lot of the world's population is alienated from what goes on in Geneva because these networks are exclusive, they're elitist, and often closed to deliberative decision making. So I think the SG has a role to play in thinking creatively about how to communicate with a larger global public, because I think these issues are not restricted to one election, one country, but in fact are much broader. Thank you. Thank you, Mr. Bierstecker, for your presentation. And now, ladies and gentlemen, the floor is yours. May I ask you please to identify yourself when you ask your questions? Thank you. En français ou en anglais? Oui, bonjour, Daniel Vermus, correspondant au Palais des Nations. On a toujours dit que les Nations Unies, on faisait tout pour que le secrétaire général soit plutôt un secrétaire qu'un général. Ça convenait aux grandes puissances. Or, aujourd'hui, on peut espérer qu'on ait un général, bien que je ne sois pas militariste, j'emploie quand même ce terme. Et comme l'a dit Jean de Ziegler, c'est un peu un miracle qu'il soit arrivé là. Mais si miracle il y a eu, peut-être qu'il y a quand même ici et là, dans toutes les instances dirigeantes, il y a des gens qui ont rendu ce miracle possible. Donc il y a des gens qui réfléchissent et qui voient qu'il y a un changement qui est nécessaire. Donc est-ce que maintenant ce miracle peut continuer? Est-ce que ces forces agissantes sont toujours là pour faire passer une sorte de complot, dans le bon sens du terme, permettant stratégiquement d'arriver à réformer le système? Vaste question. Qui veut répondre? Il y a évidemment des inquiétudes, parce qu'on ne sait pas ce qu'il a promis, Guterres. En tout cas, moi, je ne sais pas. Ce qui est tout à fait étonnant que Poutine dit à un type ou une femme, un homme qui est candidat de pays de l'OTAN, veto russe automatique. Il ne l'a pas fait. Ça signifie que Guterres a certainement négocié avec les Russes des compensations. Alors, si vous étiez du côté de l'ambassade de France, par exemple, il y a des inquiétudes. Un poste, par exemple, qui est secrétaire général adjoint d'IPKO, Department of Peacekeeping Operations, que les Français ont détenu depuis des générations, s'il a promis ça aux Russes, c'est évidemment
dangereux, parce que Poutine, qui dirigerait les casques bleus, enfin le TPKO, le Department of Peacekeeping Operations, beaucoup de gens craignent ça. Et particulièrement les Français, puisqu'ils détiennent ce poste depuis tellement longtemps. Alors, il va nommer des gens maintenant. J'ai ici la liste uniquement du team provisoire. Il y a 5 personnes qui font son cabinet provisoire jusqu'au 1er janvier. C'est intéressant la composition, enfin on n'a pas le temps d'en parler beaucoup. Mais qui est-ce qui va nommer en janvier? On ne sait pas. Ce qui est absolument certain que la presse, la société civile, les organisations non gouvernementales doivent se mobiliser pour le soutenir. Il est totalement sur la ligne, je ne sais pas, avant même, de la réforme de Kofi Annan. Il est convaincu qu'il faut réformer le Conseil de sécurité dans le sens 2006 Kofi Annan. Et enfin, tout le monde le sait, Kofi Annan est ami. Guterres va parfois dans ce village, etc. Je suis absolument certain qu'il veut réaliser ça. Il ne peut pas le faire sans l'appui de la société civile, des États membres surtout, et puis surtout de la presse, de l'opinion publique, qui dit, pour la condition pour que les Nations Unies renaissent de leur déréliction, c'est l'application de la réforme Kofi Annan 2006. Conseil de sécurité. Il veut ça. Il ne peut pas le faire s'il est tout seul au 38e étage au bord de l'East River. Il ne peut pas le faire. Il faut qu'il y ait une pression de l'opinion publique. Et c'est vous. Donc tu es responsable. Tu vois. Merci, Monsieur Ziegler. Monsieur Warner, vous souhaitez intervenir? Je veux revenir sur quelque chose que Tom Bistek a dit vis-à-vis des normes. Je note qu'il y a 4 hommes qui ont parlé. Et je dis ça parce que si on regarde les élections américaines et la sélection de secrétaire général, si on relit résolution 1325, on peut dire que l'élection aux États-Unis, la sélection de secrétaire général est un échec. Parce qu'on parlait quand même de promouvoir certaines choses, et d'abord la question d'une femme comme secrétaire général, et on peut imaginer, Jean, que M. Guterres peut être là pour le 2e mandat, etc. J'espère. Dans ce sens-là, les 2 événements sont un échec. Deuxièmement, comme tradition de changer une rotation géographique, c'est aussi surprenant. Il y a des gens qui pensaient, Mme Boukova, donc quelqu'un de Bulgarie. Donc, dans ce sens-là, la sélection de M. Guterres, Jean a dit au début, c'est quelque chose comme une personne qui est très positive. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, qui connaît. Mais par contre, dans certains autres aspects, on peut poser une question. Moi, je viens de Bronx, donc peut-être, Jean, je pose des mauvaises questions. On peut dire pourquoi lui et dans quelle situation il était choisi, quel est l'avantage comparatif de lui, au lieu d'avoir une femme, au lieu d'avoir quelqu'un de l'Europe de l'Est, et quelles sont les implications de cette sélection. Est-ce que c'est parce que c'est quelqu'un qui est si extraordinaire, c'est quelqu'un, donc, vous avez parlé de complot, moi je ne sais rien du tout, mais je dis que vis-à-vis des femmes aux États-Unis, je sais, et je trouve vis-à-vis de certaines personnes qui ont bien lu résolution 1325, il y a quand même une certaine déception. On peut dire ça, Jean? Non. Ah bon? Vous ne serez pas d'accord. Je crois qu'il y avait une autre question. Gilles et ensuite Madame. Oui, Gilles Soulac, correspondant à l'ONU et aussi journaliste radio. J'ai une question à vous, Monsieur Warner. Vous avez parlé de l'émotion. C'est un peu votre cheval de bataille pour l'élection aussi aux États-Unis, mais ce n'est pas le sujet, à mon avis, de cette rencontre. Dans l'émotion et dans la citoyenneté aujourd'hui, il y a une vraie remise en question des Nations Unies. Par simplement le fait que ce sont souvent des recommandations à titre consultatif, il n'y a pas vraiment de pouvoir, et l'opinion publique, qui a une grande majorité, remet en question simplement la validité et la vie
des Nations Unies. Vous en pensez quoi, vous, aujourd'hui? Parce que vous disiez faire face aux États, tout le monde s'est exprimé de cette manière, mais vous faites face aussi à l'opinion publique. On voit le poids aujourd'hui de l'opinion publique et de la presse, parce que les Nations Unies n'ont pas de très très bonne presse non plus. On a vu les échecs multiples et variés. Enfin, je me souviens, en 2011, ça devait être réglé en 3 mois. On est encore dans un conflit syrien. Vous en pensez quoi de cette opinion publique? Est-ce que devrait changer peut-être? C'est peut-être un peu mon orientation de question. Les Nations Unies et le pouvoir des Nations Unies pour que les gens de la rue se disent « ouais, ça sert à quelque chose ». Donc, je trouve, j'ai fait ça avec Marie-Josée, j'ai aidé d'abord l'ouverture du Palais des Nations pour le grand public. Je trouve que c'est quelque chose que Michael Muller continue de le faire, mais je reprends le vocabulaire de Trump. Je suis très touché par le vocabulaire de Trump parce que quand même, il y a quelque chose. Il ne faut pas ignorer. Et lui, c'est un homme d'affaires, il demande le bottom line. Ça veut dire dans un monde instantané, où on a Twitter, on a toutes les choses comme ça, de dire on a fait de progrès. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour moi, des gens veulent des résultats. Et quand on dit, je regrette, mais je dois le dire, la conférence de désarmement, on parle de Doha Round. Et moi, je me souviens, quand j'étais journaliste ici, j'ai dit à tous mes copains, il faut venir pour, c'était quoi, une commission, sous-commission, sur les droits économiques, sociaux et culturels. J'amène mes copains les journalistes, il dit, ça fait 25 ans qu'on discute article 19 de responsabilité. Mais les gens m'ont regardé. Vous êtes sur le kiff et vous voulez quelque chose comme ça. Alors, si on dit qu'il y a de progrès, ce que Tom Bistek a dit dans certaines choses, dans un monde de consumer instantané, c'est très, très difficile d'expliquer ça. Donc, et c'est là que le vocabulaire, si vous dites, quelqu'un dit, donnez-nous un article, vous dites, ah, il y a de progrès dans le Doha Round. Écrivez-moi un article sur la conférence de désarmement, essayez de le vendre. Alors, si Michael Muller fait tout pour ouvrir et expliquer tout ce qui se passe, comme Tom a dit, à Genève, c'est très bien. Je trouve que c'est déjà mieux qu'avant. Par contre, l'audience, et même on ne lit plus les journaux. Donc, ça veut dire que les gens sont basés sur 24/7, real time. Et real time, c'est difficile de dire qu'il y a de progrès. Et quand on parle des guerres ou d'autres choses, quand ça traîne, il y a des négociations. Vous imaginez d'avoir de dire, ah, il y a une négociation à Genève vendredi sur la Syrie. Vous avez fait ça combien de fois? Combien de fois? Des éditeurs vont dire, oui, ils vont réunir, ils vont faire quoi? Alors, je trouve que la mentalité de Trump, de bottom line, on voit ça maintenant, combien d'articles vous vendez, combien de journaux, combien des auditeurs. Donc, on est dans un monde de résultats instantanés. Et je crois que c'est difficile d'expliquer que beaucoup de choses qui se passent, même d'avoir des dialogues, même d'avoir des réunions, ça peut être positif, mais vous vendez pas bien cet article. Et ça, c'est un grand problème parce qu'on entre dans une mentalité privée de résultats bottom line. Et des discussions entre les États, des choses importantes, ce n'est pas la même mentalité. What are the results? Et ça, c'est un grand problème pour expliquer ce qui se passe dans le système. Monsieur Ziegler, je crois que vous voulez ajouter quelque chose. Oui, parce que je dois partir à pauvre fonctionnaire, pas un grand dirigeant là. Je dois partir malheureusement. Je veux juste répondre à Daniel Warner pour que ça ne reste pas sans réponse. Dans le Transition Team de Guterres, il y a 5 personnes, 3 sont des femmes. 3 sont des femmes, alors. Il ne faut pas dire qu'il est misogyne. J'ai pas dit ça. Non. Jean, tu je rentre pas à la maison. Jean. Oui, c'est vrai. Elisabeth t'égorge. Non, mais c'est ça, il faut le dire. J'entends, il est très très sensible pour la lutte contre la discrimination des femmes, qui est évidente dans l'ONU aussi. Mais parmi les 3, par exemple, il y a Fleming, il y a le porte-parole. Le porte-parole et le senior advisor, enfin, parmi les 5, il y a 3 femmes, et parmi les 3 femmes, ils sont les 2 qui ont les postes les plus importants. Et le Transition Team
va évidemment disparaître, mais va se transformer dans des nominations, sûrement. Donc, tu as tort, moi j'ai... Juste... Merci. Je crois que Margaretha souhaite répondre à ça. Oui, mais moi je veux répondre à toi. Oui, je veux répondre quand même, parce que l'Europe de l'Est aussi avait droit à une femme. Et je ne pense pas que parmi les femmes que tu cites là, il y a une seule femme de l'Est. Voilà, tiens, les États-Unis. Et une autre question que je veux te poser avant que tu partes. Le fait que le secrétaire général négocie avec les Russes, les Américains, les Français et les autres, donc tu as parlé des concessions, est-ce qu'on appelle ça une élection démocratique? Il est tel qu'il est, quoi. Il y a l'impérialisme américain, il y a Poutine, enfin tu ne peux pas réinventer le monde. Guterres, certainement, et moi je reviens à mon expérience concrète avec ce type, enfin, où j'ai voyagé, je l'ai vu négocier avec les mouvements de libération nationale, les syndicats, etc. C'est un homme bien, extraordinairement convaincu de conviction démocratique, et il fait dans une situation très difficile le maximum, ce qui est possible, je suis sûr, mais plus je ne peux pas dire. Il ne s'est pas aplati certainement devant les Russes, il ne s'est pas aplati devant les Américains, mais il tient compte du monde dans lequel il est arrivé, il a 67 ans. Mais le monde était déjà là quand il est arrivé sur la planète. Oui. Hein? Non. Qu'est-ce que tu dis? Je ne sais pas. Ça. Écoute, je ne peux pas. C'est vous qui devez mobiliser le monde. C'est la Moldavie qui doit mobiliser le monde. Oui. Voilà. Merci. Monsieur Diegler, je crois que vous devez nous quitter. Madame avait une question et monsieur, là aussi, avait une question. Je ne sais pas si elle était pour lequel de nos intervenants. Ok, parfait. Oui. Yes. 70 years ago, Mr. Churchill pronounced a speech here in Switzerland talking about the tragedy of Europe, and he said that Society of Nations failed not because the convictions on which it was based were wrong, but because the founding members betrayed these convictions. Do you think it can actually happen to UN? Do you think one day UN may disappear? Monsieur Diegler, vous avez l'optimisme de la volonté, comme le titre du film dont vous êtes le protagoniste. Donc, on vous remercie. Vous êtes en train de vous lever juste de façon très à propos, peut-être pour répondre une dernière fois à Madame. Non, c'est mon collègue. Voilà. Nous avons. Qui doit répondre. Alors, on pose effectivement la question à Monsieur Bierstecker et nous vous saluons et vous remercions, Monsieur Diegler. Merci. Well, I don't think it'll disappear. Institutions tend to last. Institutions are primarily institutions are it's difficult to make them disappear. Institutions have a self-preservation motivation built in many ways. It's an insight from actually any of us working in institutions know how much we in fact work on the reproduction and continuation of them. The broader question is the functionality of the institution and betraying the purposes. And here I think the point is very well taken. It is that's why I'm trying to put the very recent developments in broader perspective, because these we've seen, and I usually am fairly optimistic about the UN. I remember commenting on a presentation in Geneva at the GCSP by Alvaro de Soto a couple of years ago, and he was being very pessimistic, and I said, well, wait, let's put this in perspective. If we go back to 1945, my first professor of international relations was Hans Morgenthau, and he taught us why the UN was dysfunctional for so many years. And in fact, it really wasn't until the end of the Cold War that the UN really began to operate, at least at one level, as a collective security organization. And by any measure, the number of peacekeeping activities, the number of forces under blue helmets, the number of sanctions applied,
2 before 1990, 25 since, in terms of national regimes. So there's been this, and we have been living in this period of relative many disagreements, and I'm now focusing just on the security. I'll come back to the others in a moment. But we've been operating in an environment where major powers have been able to agree, not on everything certainly, but on major threats to international peace and security. So we've seen cases where, when it comes to global transnational challenges like terrorism, all P5 members have a strong consensus on this issue. They all, in fact, face a variation of the same threat. They've been able to cooperate on proliferation. And the one exception to what I was just at a previous session talking about sanctions at the Geneva Peace Week, and I said, well, this is the first year we haven't seen any new sanctions regimes since I've been studying sanctions now almost 20 years. Every year there's been a new regime. This is the first year when there's been complete blockage. Now, there has been a resolution passed on DPRK, so when it comes to proliferation, there's enough of a consensus. I don't want to overstate, but I think the insight is very well taken, that if the principles cannot work together, they fundamentally betray the purposes. But we must remember that the United Nations persisted for 45 years with 2 major powers not allowing any issues of concern of theirs to come to the agenda. So we need to put this in perspective. My comments were mainly intended to just point out what I see are some disturbing trends and developments away from multilateral institutions. And this has been, it's not just one electoral event, although that may well exaggerate and amplify it, but there have been troubling signs now, certainly for the last 5 years, but some evidence of it even earlier. And so that, I think, becomes important both for a major challenge for the new Secretary General, who is, in fact, you're right, more Secretary than General, but someone who can work creatively with a variety of different institutional actors. My class yesterday in governance was somewhat hijacked by the American election, and we had a long, we went on for an extra hour even, outside of the classroom. And I tried to at least reflect on all of the continuities, all of the kinds of restraints. We have undisciplined actors involved now, but the idea that so much of governance will continue, does continue out of self-interest, out of institutional path dependencies where you just keep doing the same thing from year to year, regulatory standard, much of what constitutes or is part of everyday governance, a lot of what happens here in Geneva will continue in an important way, even though we may have, there may be some greater difficult times, and that's why the new SG is going to have to be able to navigate this much more complex environment with creativity, more effective engagement and communication, and more effective engagement with other actors. One of the subjects we haven't talked about is the notion that the United Nations system is fundamentally an intergovernmental system. And those of you who follow Geneva carefully should note that the Graduate Institute of International Studies is different from the global studies at the University of Geneva. And the question comes up, what's the difference between international and global? And most of the organizations in Geneva, founded after the Second World War, most of them, are state-based organizations. So one of the challenges for the new Secretary General and the system is how to include civil society. In their constitutions, the one intergovernmental organization based in Geneva, which in its constitution includes civil society, is the ILO. Because they have, obviously, they have unions. But for the WTO, to have private sector involved is not obvious at all. So one of the challenges for the new Secretary General will be to see, how an organization which is fundamentally intergovernmental can reach out to civil society. I mean, Dick Falk for years has talked about a people's assembly because you still have the UN as, we the people, what do you mean we? When it's based on states.
So how can an intergovernmental organization include civil society, both the private sector, NGOs, whatever? And that, to me, in order for it to be global, and again, to notice the difference between titles matter. International studies, global studies. Not that the Institute doesn't study global, Tom, come on. No, Tom, we know that. But the name is there from 1927. That's there. But that is a fundamental change, and that's really a great challenge for the new. And therefore, all of our discussions for the moment is focused mostly on states, names of countries, but how to include civil society is definitely a real challenge. Mm-hmm. Yes, Professor. I don't want to sound defensive on the yes, that of course the title reflects the date of founding, the Institute's founding. You're absolutely right about the fundamentally state-centric charter of most UN institutions. The UN is a profoundly state-centered organization, but most of what we teach and write about is not, we spend maybe 1 week on theories of international organizations. The rest is on all of these emergent forms of governance that I was talking about, partnerships, multi-stakeholder initiatives, regulatory standard setting schemes. That's actually the central part of the curriculum, new forms of governance arrangements. And in fact, it's, I would give the UN more credit. If you start looking at the number of creative partnerships and programs involving other actors, it's constrained by states, but there is much more creative activity underway. And if you look at, I think, some of the responses, as Michael mentioned, on the SDGs are already showing the kinds of alliances that the organization is working on. And that, going back to the original question, will in fact, I think, maintain the institution as a viable, important location. So. Mm-hmm. Thank you for the clarification. There is a question there and then here. Yes, sir. Thank you. My name is Peter Splinter. I was formerly the representative of Amnesty International in Geneva. I'd like to put forward a hypothesis, suggestion, and invite a reaction to that. And the suggestion would be that one of the key roles of the new Secretary General will be to help the UN focus its political attention on what matters most. And that sounds rather banal, but for the UN body that I know the most, the Human Rights Council, it's far, far, far less effective than it could be because it does so much more mechanisms, more debates, more speeches, more panels, and less of looking at the implementation of what it's already decided, looking at carrying forward what's already been discussed and taken to a conclusion. So without any further introduction, I just leave it at that, suggesting that the Secretary General really does have an important role to play in focusing political attention where it matters, like on climate change, as Michael Muller pointed out. Thank you. Thank you for your suggestion. Frédéric? Oui, Frédéric Burdon, Suisse Info. Oui, Monsieur Ziegler, bon, c'est dommage que notre tribun soit déjà parti, parlait d'un sursaut de la société civile, etc. Donc un peu des citoyens, mais ce qu'on voit en Europe et maintenant aux États-Unis et un peu partout, c'est que soit les peuples soutiennent l'homme fort en grande majorité, c'est le cas de Poutine, apparemment il jouit toujours d'une assez grande popularité. En Turquie, cette dérive dictatoriale du régime a l'appui, il joue de ça à fond d'une grande partie de la population. Bon, ce sont précisément, et pas seulement, mais en partie des hérédités, pas seulement, qui ont voté pour Trump, même s'ils vont sans doute être amers une fois que ces politiques vont venir. Donc, c'est bien joli d'invoquer un sursaut des peuples, mais au fond, ils ne sont pas différents de ceux qu'ils élisent. Or, on est dans une période où, précisément parce que le monde devient extrêmement trouble et que, en fait, c'est la fameuse formule de Gramsci qui dit « un monde ancien s'effondre ». Et avant que le nouveau monde ne devienne plus clair, il y a cette période où tous les cauchemars sont possibles. Donc on est sans doute dans quelque chose qui ressemble à ça. Donc
d'autant plus. Alors donc, on veut des hommes forts. Ces États, en même temps, globalement, on sait qu'ils ont de moins en moins prise sur toutes sortes de choses. Et donc, mais comme toute institution, ils veulent résister. Et donc, ce qui fait que comme ils n'ont pas de vrais moyens politiques d'intervenir, c'est compliqué, ils invoquent toujours le pouvoir de l'économie qu'ils n'arrivent pas vraiment à maîtriser. Donc, pour stimuler leur soutien, ils en viennent aux valeurs et on voit se construire en fait exactement l'inverse de tout ce qui pourrait être de se retrouver au nom des valeurs chrétiennes ici, des valeurs musulmanes là-bas. Donc est-ce qu'on va assister à une sainte alliance entre Trump et Poutine au nom de la chrétienté pour écrabouiller ces dangereux islamistes? Enfin, on en est un peu là. Donc dans ce contexte, c'est vrai que voilà, moi je vois toujours pas très bien, à part de, comme toujours dans l'histoire humaine, en passer par la case grande catastrophe pour se dire que dans le fond on pourrait venir à de meilleurs sentiments, je vois toujours pas très... Enfin, est-ce que... Et on invoque aussi retenir les leçons de l'histoire, on sait que personne ne retient rien, mais alors est-ce que cette image de... cette vision de journaliste de Café du Commerce, vous qui êtes un peu plus dans la matière, vous avez évoqué qu'il y a des éléments qui se passent qu'on ne voit pas forcément, mais... Donc voilà, est-ce qu'effectivement on peut encore échapper à la loi inéluctable de l'histoire de l'humanité? Vaste question, messieurs. Qui veut répondre? Ou vous répondez à tour de rôle, peut-être, pour être complet. I'm afraid I didn't get everything that you had to say. There was lots of issues there. Let me first, though, come back to the I don't know if he's still, yes, from Amnesty International in terms of I think that's very sound advice in terms of trying to focus attention. The challenge isn't are there challenges, what are the challenges, but which to prioritize and where can one actually make a difference. And I think that will require a great deal of strategy, I would say, in terms of strategic thinking. I have a former colleague who was a close advisor to Kofi Annan and talked about the relative absence of the Secretary General's staff. The Secretary General has a very, very limited political staff, and if you think about the demands on the position and the role played, it's like any head of like heads of state that need to respond constantly to changing demands, but there's never any time to step back and strategize and think about now what are the issues where we have to intervene, where we could possibly make a difference. And so there has been a little bit of improvement in the past few years, but I think one of the reasons it's hard. We can all have our favorite top list of these are the issues where it matters most. This should be the first. But I think the office itself is limited by its own structure and the absence of sufficient staff on the part of the SG to be able to prioritize and to decide upon priorities. So I think it's a very good idea. I mean, how they do it will, and I assume that's part of the active transition underway at the moment. If I won't comment on everything, but one or two elements of the second comment about. I think we are in a. I just want to go back to something I didn't elaborate on perhaps enough at the end, and that is this disjuncture between we all, and I think because we live in Geneva, we're perhaps living in this bubble of internationalism and what's so obvious to us in our everyday experience, and how this very complex set of governing institutions are playing potentially very central and important roles, but the conversations are amongst friends, people who know the issues, expertise, and increasingly I think there is this disjuncture between the kind of expertise that is fundamentally needed to address global problems
and the global public. And that's why I mentioned the deficit or the failure of legitimation. And so, yes, we are seeing mass popular support, and it's not just the U.S., as you mentioned, in Russia and in Turkey and potentially elsewhere in Europe in the not-too-distant future. We're seeing a major reaction, and part of it, I would say, is ourselves. I participate in several, I would call them transnational policy networks of expertise. There's a certain elitism involved in it and not really much of an attempt to communicate the broader purposes. And I think that so maybe going back to the earlier question, we all have our priority of what needs to be focused upon. I would actually say that one might need to start with a much more effective strategy or plan of communications so that you actually get the purposes out to broader publics. I happen to do a lot of research on UN sanctions, and it's striking to me that the Security Council passes a resolution and, well, that's it. Everyone knows that's Chapter 7, it's binding, and member states now must implement it. The problem is that the targets of sanctions, oftentimes, or the communities, the publics in those locations, have no understanding of what's the point, what's the purpose, why is this being done. And so I have a joint project with MGIMO in Moscow at the moment, and we're looking at the relationship between international affairs education and the construction of world order views. And so I was in Moscow in September. And I, naturally, since I work on sanctions, had a fair number of conversations about it. And what I learned was that the Russian public is firmly convinced that the Russian countermeasures on Europe are actually additional European measures on Russia. So there's this complete disconnection between a set of policies and practices for certain purposes and the communication of those purposes. Now, granted, Russia is a controlled media, but in fact, this is why I was emphasizing earlier the importance of addressing what I think is a global democratic deficit. And as I say in Geneva, we are all part of it in a sense because we live in this privileged location where we talk about global problems and we engage in conversations at very high levels with very laudable motivations, but I think the separation between our discussions, our communities, and communities elsewhere is something that really needs to be addressed, and that's maybe where I would recommend the new SG start. Just on the question of priorities, the ILO once looked at all of the conventions and said that we have about 100, but we're going to take a certain number, I think it was 5 or 10, and just say that's what we're going to focus, 10, that's what we're going to focus on, which I think was an interesting decision. To come back to the notion of one of the problems in the disjuncture between the state and civil society is the question of legitimacy. I mean, Louisa asks, who are you? And you have to say, I work for. And we all have cards, which that card gives us a certain legitimacy. And the question for the Secretary General will be, what is his authority? He has a certain legal authority, which is bounded by what the Constitution of the Charter says, and also what states allow him to do. A former colleague, after 25 years at the WTO, I said, "What did you do with the WTO?" And he said, "I did one thing. I changed the Secretariat from a small s to a capital S." I said, "What does that mean?" He said, "Because every organization in Geneva says we can't do anything because of the political will of the states. If the Secretariat has an S capital, majuscule, ça veut dire que nous, on peut faire des choses plus que ce que les États nous permettent de faire." Et je trouve là, dans le sens de l'autorité, le secrétaire général a une certaine autorité limitée mais légale, mais aussi une autorité politique et, comme j'ai dit avant, une autorité morale. Ça, Kofi Annan a eu une certaine autorité morale à cause de sa personnalité, mais là, c'est quelque chose qui doit être développé. Et je trouve dans un monde où tout le monde a une certaine autorité, identité, avec le Twitter et tout, je trouve que c'est probablement le défi le plus difficile pour le secrétaire général, c'est de donner une certaine autorité à l'institution et sa position vis-à-vis, d'abord, légalement, politiquement, mais aussi moralement.
Et si je regarde le haut commissaire pour les droits de l'homme, quand il tape sur la table et il dit certaines choses, c'est quand même peut-être pour certains États, c'est gênant, mais il prend certaines positions. Et je trouve que le monde attend que le secrétaire général prenne certaines positions qui peut-être ne vont pas plaire à tous les États. Mais c'est ça la différence entre le S minuscule et le S majuscule. Merci. Avant de vous inviter à prendre un rafraîchissement, je me permets de vous poser une question pour faire suite à ce que vous venez de dire. Le nouveau secrétaire général a un passé politique et un passé aussi de terrain. Est-ce que aujourd'hui vous pensez que les États vont lui laisser prendre ce rôle que nous attendons tous de lui finalement, cette autorité? Non, mais ça, c'est le grand défi. C'est à lui d'établir son autorité vis-à-vis les États. Et quand je vois un directeur général de certaines organisations qui dit certaines choses et les États ne sont pas toujours d'accord, je trouve ça très bien. Et ici à Genève, on parle toujours de political will. Qu'est-ce que les États nous laissent faire? Et je crois que dans un monde complexe, il faut que le secrétaire général dépasse ça et au lieu d'être un secrétaire, fait plus un petit peu de leadership. Et ça, c'est, donc, il était élu, il était choisi. Et je crois que c'est déjà une bonne indication que les États vont laisser peut-être plus de possibilités que le précédent. Mais ça, à voir. Merci. Merci, professeur Bierstecker, merci monsieur Warner. Je remercie évidemment monsieur Müller et monsieur Ziegler qui nous ont quittés. Je vous remercie, mesdames et messieurs, d'avoir participé à ce débat fort intéressant. Pour ceux qui souhaitent faire suivre le lien, Tobias tout à l'heure va le mettre sur le site et je vous donnerai rendez-vous pour un dernier débat. Nous vous communiquerons la date et le titre très prochainement. Merci, je vous invite à rejoindre Guy Mettan et toute l'équipe pour un rafraîchissement. Merci beaucoup.